Patrick Dupont, merci de nous recevoir la Fédération française de billard, qui vient écouter les grands clubs de notre fédération. Bon, comme d'habitude, dans ce genre de discussion, on aime bien replacer un petit peu le club et son histoire. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la manière dont le club a évolué ces dernières années? Parce que j'ai vu une très très jolie salle. Euh, Vraiment, ça fait plaisir de voir un ensemble de cette tenue. Je me dis que tout ça, c'est pas arrivé tout seul. Ben oui, le club donc est ancien, voire très ancien. Il a été créé en 1936. Et comme beaucoup de clubs de cette génération, il évoluait dans des cafés, voire des hôtels et assimilés, quoi. Et dans le milieu des années 80, l'évolution étant ce qu'elle était, on s'est tourné vers la municipalité pour obtenir une salle municipale. On a dû attendre plus d'une quinzaine d'années pour l'obtenir. Il y a eu un changement de municipalité à un moment, mais enfin les deux municipalités nous avaient promis l'une comme l'autre de nous faire obtenir cette salle, ce qui a été le cas en 2000. Entre le moment où on nous a demandé pour l'étude pour les plans et la réalisation, il s'est passé 4 années. Donc le maire de l'époque, qui s'appelait M. Parisot, qui est le maître d'œuvre de cette construction, enfin maître d'œuvre entre guillemets, parce que c'était le maire de l'époque, qui a été très impliqué dans cette réalisation, avec Michel Taral, qui était le président de l'époque. Enfin, pour revenir à l'histoire du club, on existe depuis 1936, mais je crois qu'on n'a eu que 6 ou 7 présidents en 36 ans. Donc Michel, lui, est président depuis plus de 20 ans. Donc on était partant l'ensemble du club pour se retrouver dans cette salle. Le seul petit souci qu'il y a eu, c'est qu'entre le moment où on a décidé de quitter le club, enfin de quitter la salle privée dans laquelle on évoluait pour entrer dans la salle municipale, les effectifs avaient considérablement diminué. Donc on était passé d'une 60aine de licenciés à moins de 30. Et donc le maire, M. Parisot, un petit peu inquiet au regard de l'investissement très important que représentait cette salle, m'a demandé si éventuellement ça m'intéressait de m'occuper de la salle et de la création d'une école de billard dans cette salle. Sur le coup, bon, ça m'intéressait, mais l'aspect financier était un petit peu embêtant pour moi, parce que je perdais pas mal d'argent, j'avais un travail tout à fait correct. Et puis, bon, on a fini par trouver un accord, et donc en septembre 2000, on est arrivé dans cette salle avec mon embauche par la ville de Soissons pour m'occuper de la création de l'école et de la gestion de la salle. Ce qui a été fait, et assez rapidement, de 25-30 licenciés, en 3 mois on est passé à plus de 50. On a racheté des billards, puisqu'on n'avait pas prévu que ça allait marcher aussi bien que ça, quoi. Heureusement que la salle avait été prévue assez large. Et puis à la fin de l'année 2001, quoi, on était déjà plus de 60 licenciés pour monter jusqu'à plus d'une centaine de licenciés certaines années. Là, on est un tout petit peu en baisse. L'année dernière, on devait être aux alentours de 90. Avec environ le minimum qu'on a eu, c'est une dizaine de jeunes, de 10 à 25 gamins licenciés au club et membres de l'école de billard. Bien, donc moi je constate que vous avez eu donc une relation extrêmement étroite avec la ville de Soissons pour arriver à monter un projet de cette qualité-là.
Donc qu'est-ce qui s'est passé au départ? Comment s'est créé le climat de confiance au départ de tout ça? Alors, paradoxalement, au début, le climat de confiance c'était mitigé dans le sens où, enfin, j'aime bien raconter cette anecdote-là, c'est-à-dire que la première fois où j'ai rencontré M. Parisot, qui était à l'époque adjoint au sport, c'était à l'occasion d'une réception à la mairie pour, je ne vais pas me vanter, mais c'est la vérité, mon premier titre de champion de France Master. Et donc, au lieu de l'accueillir à bras ouverts, je lui ai rappelé qu'on nous avait promis depuis pas mal d'années une salle municipale, et que pour l'instant on ne voyait toujours rien venir, et donc il avait été un petit peu surpris de l'accueil parce qu'il s'attendait, puisque c'était pour une remise de récompense, que je l'accueille un peu plus amicalement. Puis je lui avais dit à cette occasion, si un jour vous créez une salle de billard et qu'on puisse dispenser des cours, créer une école, je serai le premier à vous féliciter, à dire effectivement les promesses ont été tenues. Et très peu de temps après, j'ai vu arriver dans l'ancien club, c'était assez rigolo, quoi, j'ai vu arriver un monsieur qui dit voilà, je suis l'architecte mandaté par la ville de Soissons pour les plans de la nouvelle salle de billard. Donc là, effectivement, j'ai été un petit peu abasourdi. Il m'a dit est-ce que vous pourriez me donner quelques conseils, moi et Michel Taral, le président du club. Bon, c'est ce qu'on a fait, quoi. Donc s'il y a des choses un petit peu loupées dans la salle, on est aussi responsable que l'architecte, entre guillemets. Et puis les choses ont suivi leur chemin, et 4 ans plus tard, on avait notre salle, mais comme je le disais précédemment, malheureusement avec une baisse significative des licenciés, qui heureusement a été très vite comblée. Et juste pour l'anecdote aussi, c'est-à-dire que la salle a été ouverte officiellement le 1er septembre 2000, et aux alentours du 15 septembre, Pierre Soumagne, que certains connaissent, signait sa première licence, qu'il n'aurait jamais signée si la salle n'avait pas été construite. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on parle de l'école, puisque l'école de Soissons est connue, hein. Tout le monde sait le travail qui a été fait sur ce club pour trouver des jeunes, et puis surtout, vous avez en plus de l'accueil et de la formation, vous avez obtenu d'importants résultats auprès de joueurs qui sont maintenant à la porte de l'élite. Je ne parle pas de Pierre Soumagne, qui lui, évidemment, était le premier grand joueur sorti de cette école. Donc ce qui nous intéresse, c'est de voir depuis l'origine, puisque c'est un des grands clubs fondateurs de la fédération, on va dire, hein. Comment ça a évolué, comment ça s'est créé au départ, les difficultés que vous avez rencontrées, comment vous avez rebondi lorsque vous avez eu des problèmes, etc. C'est ça qui nous intéresse. Alors, quand on a créé l'école de billard dès septembre 2000, donc on a réuni le comité directeur du club, et on a proposé une stratégie en accord avec la mairie qui m'avait embauché, qui avait demandé presque une obligation de résultat, entre guillemets, hein. Bon, et donc l'ensemble du comité directeur, le président, on a décidé que la politique prioritaire, ce serait les jeunes et l'école de billard. Dès cet instant-là, on a essayé d'étudier les pistes possibles et le recrutement. Donc on a par exemple commencé par intégrer le prix de la cotisation, le prix de la licence, d'intégrer dans ce prix-là l'adhésion, enfin la possibilité de suivre les cours de l'école de billard, aussi bien pour les adultes que pour les gamins, pour les jeunes. Et rien que cette approche qui paraît maintenant tout à fait logique, était pour nous, pour les membres du club qui évoluaient dans un café où ils payaient leur billard à chaque fois à l'heure, quelque chose de révolutionnaire. Et le fait d'intégrer la possibilité de payer l'école de billard obligatoirement, entre guillemets, a fait que les gens voulaient en avoir pour leur argent. Et donc, il y a toujours, et ça continue comme ça, les 3/4 des membres du club qui assistent au cours de l'école de billard. Pour recruter les jeunes au début, on s'est tourné vers
ce qui se faisait un petit peu partout, c'est-à-dire on a dès le début été voir les centres aérés, on a été voir la mairie pour étudier les possibilités de prendre contact avec certaines écoles pour pouvoir faire venir les jeunes dans le club. Ça c'était plutôt à la fin de la première année, on s'est intégré dans le dispositif Passeport Jeune qui est la possibilité qu'ont les jeunes de Soissons de découvrir une activité sportive ou artistique, moyennant une somme assez modique. Donc vous avez, par exemple, l'année dernière, c'était, je crois, 17 €, et avec ces 17 €, vous avez un stage d'une semaine de billard, 2 heures par jour tous les matins, plus une entrée à la piscine, plus une entrée à McDo, enfin, ou à un McDo, je ne sais plus exactement toutes les possibilités. Et par exemple, très rapidement, cette porte d'entrée nous a permis d'accueillir, disons, dès la deuxième année, un nombre significatif de jeunes. La première année, on a recruté déjà, on a déjà cherché au niveau des enfants ou des petits-enfants des adhérents. C'est-à-dire qu'on très vite, on a trouvé évident, logique, de demander aux grands-pères de faire venir leurs petits-enfants, ou aux pères qui avaient des enfants, filles ou garçons, en âge de pratiquer le billard, de dire emmenez-les au moins voir ce que c'est. Et puis donc là, il fallait que la qualité de l'accueil et la persuasion fasse un petit peu son effet. Et au début, ça a marché assez bien, simplement avec ces deux, trois pistes-là. Et puis après, on a signé un contrat avec la mairie, et on a eu la possibilité d'avoir, actuellement c'est tous les mardis, je ne me rappelle plus, je crois que c'est tous les mardis depuis le début. Très rapidement, on a eu des classes de CM1, CM2 qui viennent tous les mardis, donc 12 jeunes qui viennent pendant une heure, un peu plus d'une heure. Et donc, comme tu parlais tout à l'heure de la municipalité, par exemple, ces enfants-là sont amenés gratuitement par la municipalité, avec un service de car qui va les chercher et qui nous les amène au club pour les faire découvrir. Et c'est pendant leur temps d'école. Donc il y a un contrat aussi certainement avec l'éducation nationale, puisque ce système-là s'appelle... Ce qui est un petit peu mis en place maintenant au niveau national, c'est-à-dire l'aménagement du rythme de l'enfant. Et donc, ce créneau-là, par exemple, a été avec les trois autres que j'ai parlé précédemment, a été la principale source de recrutement. Sur 12, on avait toujours 1 ou 2 gamins qui revenaient au club. Donc pour faire tourner une école de cette importance, les chiffres d'ailleurs cette année c'est quoi? Tu me disais une quarantaine avec des passes scolaires cette année? C'est-à-dire que cette année on a, là on est au mois de janvier, enfin pas au mois de janvier, on est au mois de décembre, on a je crois 39 ou 40 passes scolaires qui ont signé donc le document qui leur donne le droit à avoir le passe scolaire. On a signé des conventions avec 3 écoles différentes, 3 écoles primaires différentes et 3 centres sociaux différents. Donc il y a des séances de découverte, c'est-à-dire qu'il y a par exemple les centres sociaux viennent faire des séances de découverte qui durent 2 ou 3 heures un mardi, enfin c'est pendant les vacances scolaires, oui, un mardi par exemple. Là on ne fait pas signer de passe scolaire, mais dès qu'ils reviennent, même si on pourrait les faire signer puisque le dispositif le permettrait, on attend, nous, pour que ça soit quand même un petit peu significatif, que ces jeunes viennent au moins 3 ou 4 ou 5 séances découvertes. Et la moyenne, c'est environ, on leur fait 7 séances d'initiation. Donc là, comme je te dis, on en a une quarantaine qui ont signé. À l'école, donc des licenciés, on a entre 10 et 15 licenciés jeunes, et qui participent à l'école de billard. En plus des jeunes, il y a une
30, quarantaine. En gros, on a toujours, sans compter les 40 jeunes des passes scolaires, on a toujours une 40, cinquantaine d'élèves qui fréquentent toutes les semaines l'école de Bière. D'accord. Donc tout ça, ça veut dire que vous avez toujours un bataillon d'animateurs pour faire tourner cette machine. C'est une chose qu'il a fallu qu'on prenne en compte, c'est-à-dire qu'effectivement, au début, on a eu pas mal de bonnes volontés, puis les bonnes volontés, c'est pas qu'elles s'épuisent, c'est qu'elles vieillissent, et puis donc il faut absolument renouveler tout le temps ce fameux bataillon dont tu parles, et on leur fait passer régulièrement, par l'intermédiaire de la Ligue, on fait régulièrement passer les diplômes nécessaires d'animateurs de club. Et j'ai pas trop de mal à trouver des nouveaux bénévoles pour s'occuper de l'école, parce que il faut, en gros, j'ai toujours, moi, le club a toujours besoin de 6, 7, 8 animateurs en permanence pour faire tourner toutes les écoles, entre guillemets, toutes les classes dont je parlais, parce que le mardi, il y a le mardi de 14 à 15 heures, il y a une classe qui vient, après il y en a une autre qui arrive de 15 à 16, donc tout ça, il faut à chaque fois 2 animateurs, 3 animateurs pour s'occuper de tout ça, parce que je pars du principe aussi qu'on ne peut pas se reposer toujours sur les mêmes qui peuvent forcément s'épuiser plus à la longue, et donc le fait de faire un turnover comme ça et que chaque groupe soit encadré alternativement par tel et tel animateur nous permet éventuellement de les épuiser entre guillemets un peu moins vite et de garder intacte leur motivation. Moi j'aimerais savoir comment vous gérez l'aspect qualitatif de l'école sur les gamins, quand vous repérez un enfant qui très rapidement a à l'évidence un certain talent pour s'investir dans le billard. Comment vous traitez ça par rapport à l'effectif que vous avez? Alors, il y a 2 choses bien distinctes, c'est-à-dire tout ce qui est passe scolaire, c'est-à-dire qui est de la découverte, initiation, on leur donne vraiment le b.a.-ba des cours, qui sachent avoir une position à peu près correcte et puis taper. Et très rapidement, on leur fait faire des parties de 4 billes sans trop passer à l'aspect technique. Donc ils font des parties, ils s'amusent. On cherche à leur donner le goût de jouer sans qu'ils prennent trop de défauts. Par contre, la deuxième étape, en général, c'est pas les plus doués, mais enfin les plus intéressés, passent à le deuxième stade et prennent une licence et arrivent à la vraie, entre guillemets, école de billard. Et là, on s'appuie évidemment sur les documents de la fédération, c'est-à-dire que une de mes priorités, c'est que les jeunes qui vont être amenés à suivre les stages fédéraux aient au moins comprennent le langage qui va leur être distillé lors des stages fédéraux. Je pense que l'école, on est assez strict dans l'école, c'est-à-dire que à tort ou à raison, parce qu'il y a plein de choses certainement qui ne sont pas, que des gens pourraient contredire, mais moi j'estime que ni les gamins, ni moi, ni les autres animateurs, on a de temps à perdre entre guillemets, et si le gamin à terme n'est pas fait ou n'a pas envie ou ne continuera pas, autant qu'il se tourne vers le ping-pong ou le baby-foot plus rapidement. C'est ma vision des choses. Donc on essaie de les faire progresser assez rapidement, parce que je pense aussi, pour qu'un gamin continue, il faut qu'il fasse des progrès. Pour moi, c'est le b.a.-ba. Et à cette occasion-là, je les mets très rapidement en situation de faire des compétitions, mais aussi bien entre les jeunes que des compétitions adultes au niveau du département de l'Aisne. Et c'est une question qu'on abordera, j'espère, tout à l'heure, parce que je pense que le club tout seul n'aurait pas pu évoluer comme il a évolué sans qu'on fasse évoluer la structure supérieure qui est le comité départemental. Et donc, en gros, pour résumer, dans notre école de billard, moi j'ai aussi envie
je ne fais pas de l'accueil. L'accueil se fait au niveau des, on va dire, des passes scolaires ou des stages découvertes. Dès qu'on rentre dans l'école, c'est pas un stage commando, mais on a envie que Enfin, je pense que c'est une obligation. Il faut qu'ils fassent des progrès pour qu'ils aient envie de continuer. Et si ils s'aperçoivent que ça ne leur convient pas, ils ne font plus de billard parce que de toute façon, personne ne peut prétendre sur une classe d'âge, sur 100 gamins, il y en a peut-être 10 qui vont être intéressés par le billard, et sur les 10 qui vont être intéressés, il y en a peut-être malheureusement que un qui va continuer, et je pense que c'est comme ça. Alors, Patrick, tu as été récemment encore président de la Commission nationale formation et jeunesse, donc tu connais bien la problématique formation jeunesse, pour avoir, avec la DTN, entre autres, travaillé sur tous les documents qui sont aujourd'hui en service. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir cette expérience, comment tu l'as traduite dans ton département, puisque en même temps que tu es animateur de l'école de Soissons, tu es président du comité départemental de l'Aisne. Et à ce titre, j'aimerais que tu nous parles de ta politique départementale, parce qu'elle est, à mon point de vue, assez originale. Alors, ce qui s'est passé, donc, quand je me suis retrouvé, entre guillemets, président du district Aisne de Biard, un peu comme ça se passe à beaucoup d'endroits, par le fait qu'il n'y avait pas d'autres candidats. Mais aussi j'ai senti, à partir du moment où on a commencé à avoir pas mal de jeunes qui faisaient des progrès, on s'est trouvé devant un petit peu un vide, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de compétition régulière pour les jeunes, et ceux qui avaient déjà fait d'autres sports avaient l'habitude d'avoir des compétitions presque tous les dimanches, et dans le billard, ils passaient aux débutants le billard de bronze, et puis éventuellement ils faisaient le championnat Benjamin, et puis ça se résumait à ça. Et donc très rapidement, j'ai décidé de mettre en place à la fois une formation au niveau de tout, enfin d'essayer de convaincre l'ensemble des clubs qui composent le département d'aller dans le même sens que le club de Soissons. J'ai été aidé en ça par, à l'époque, le club de Tergnier avec Chico Ribeiro, qui avait, lui, avec qui j'avais déjà travaillé précédemment dans des centres sociaux et tout ça. Et donc j'ai tout de suite, par exemple, une chose qui faisait beaucoup rire quand j'expliquais ça au comité directeur de la Fédé, j'ai proposé à tous les présidents de clubs du département de suivre la formation d'animateur de club, en leur disant, si vous suivez la formation d'animateur de club, vous n'allez pas ressortir exactement comme vous y êtes entré, et si vous n'êtes pas convaincu de l'intérêt de créer une école de billard, c'est que j'y comprends plus rien. Parce que, bon. Et donc ça s'est passé comme ça, les présidents ont accepté de suivre cette formation. Ça s'est très bien passé, comme je l'avais prévu, et là-dessus, je leur ai proposé en deuxième rideau de leur payer, entre guillemets, enfin leur payer, c'est pas moi évidemment, mais trouver les subventions qui allaient leur permettre, par exemple, de payer leur tapis si ils créaient une école de billard. C'est-à-dire que j'avais rencontré les responsables au niveau du CNDS et au niveau du Conseil général pour essayer de trouver les pistes qui nous permettraient de développer des subventions qui n'existaient absolument pas dans le département à cette époque-là. Donc, tout le monde a joué le jeu, et il y a actuellement, dans le département de l'Aisne, dans le district de l'Aisne, il y a actuellement sur 10 clubs, il y en a 7 qui ont une école de billard labellisée. Il y a l'année dernière, enfin on tourne on a 350 licenciés en tout au département de l'Aisne, et on a toujours entre 60 et 70, 80 moins de 21 ans, ce qui représente un pourcentage, je pense,
Supérieur à la moyenne supérieur, nationale. très supérieur à la moyenne nationale. Bien Très sûr. supérieur. Et en gros, je pense que c'est une de mes fiertés aussi, c'est-à-dire que, même si je ne suis pas pour grand-chose, entre guillemets, c'est-à-dire que on me disait toujours, oui, à Soissons, ça marche parce que tu es là-bas, parce que la ville, parce que ceci, parce que tout ça. Sauf que dans les 7 clubs sur 10 du département, ils ont suivi des pistes à peu près identiques ou les reprises qui étaient possibles de reprendre. Et dans 7 clubs sur 10, il y a des jeunes, il y a des gamins, il y a une école de billard qui fonctionne, il y a des résultats. Le club de Ternier avait 4 gamins régulièrement dans les championnats de France. L'année dernière, au championnat de France cadet junior, sur 20 participants, à peu près, hein, sur 20 participants, il y en avait plus de la moitié qui venaient du département de l'Aisne. Actuellement, le département consacre 50% de son budget à la formation. C'est pareil, je ne sais pas comment j'ai malheureusement pas la connaissance de... Mais quand je voyais les chiffres du CNDS, quand j'étais responsable de la commission de formation jeunesse à la Fédé, et que je voyais les chiffres, c'est-à-dire qu'il y a certaines ligues qui demandent 0 subvention, je parle de la ligue entière, je ne parle même pas d'un club qui demande 0 subvention, même si ça demande un petit effort de travail, et comme les critères de demande de subvention sont les mêmes partout en France, là il n'y a pas question que dans l'Aisne on est favorisé ou pas, les critères sont les mêmes partout, donc il y a vraiment des pistes à rechercher, parce que c'est vrai que l'argent est quand même aussi le nerf de la guerre. Et puis, si éventuellement tu me poses la question plus tard, si ça peut t'intéresser, j'ai aussi mis une politique sportive, enfin à chaque fois ça me gêne un peu de parler de ça, puisque c'est vraiment le comité directeur entier, c'est vraiment le comité du club de Soissons qui évidemment que je ne fais pas les choses tout seul, et que je suis au minimum soutenu par le président et tous les membres du bureau. Et donc j'ai mis en place aussi une politique sportive je trouve intéressante moi, pour les gamins, c'est-à-dire que très vite j'ai été confronté au problème du transport des gamins, c'est-à-dire que quand on leur proposait des compétitions, beaucoup de compétitions, les parents très vite s'épuisaient parce que, ou les membres du club fallait emmener... Et donc on a mis en place un système de compétition qui fait que les jeunes qui font des championnats, enfin des matchs, aussi bien adultes contre jeunes ou jeunes entre eux, il y a dans le club, il y a le même jour une compétition d'adultes, et le responsable sportif s'arrange pour qu'il y ait, s'il y a 2 gamins de Soissons qui vont jouer à Saint-Quentin, il y ait au moins 1 ou 2 adultes de Soissons qui jouent aussi une compétition le même jour à Saint-Quentin pour les accompagner. Et ça se passe très bien. Autre chose, par exemple, je sais qu'il y a certains endroits où on est un petit peu frileux au fait de se rencontrer des jeunes avec des adultes. Et moi, je trouve au contraire que ça marche très bien. C'est-à-dire qu'autant je vois beaucoup de pleurs quand les gamins se rencontrent entre eux, c'est-à-dire que ils comprennent pas trop pourquoi, ils comprennent pas trop. Ils n'aiment pas trop se faire battre par un jeune du même âge qu'eux. Par contre, quand ils perdent contre un grand-père de 80 ans, quelque part c'est un petit peu normal dans leur tête. Par contre, s'ils le battent, là tout bénef, et ce qui fait que ça ne pose pas de problème. Alors tous ceux qui me parlent que lui, il ne joue pas comme il faudrait jouer, non, ça n'a aucune importance. Le fait, c'est que les gamins, ils veulent faire des compétitions. Oui, ça c'est ton retour d'expérience. Ouais. C'est très intéressant d'entendre ça, effectivement. Oui, j'aime bien aussi prendre un petit peu la température des clubs à travers les événements qui sont organisés par eux. Donc les événements sont les événements nationaux ou internationaux. Je sais que l'année dernière, le Soissons a reçu la finale par équipe de clubs finale européenne. Mais comment vous raisonnez dans le club pour ces événements qui sont quand même une belle vitrine aussi pour
pour le club? Alors, là, bien avant qu'on ait eu à disposition la salle qu'on a actuellement, depuis très longtemps, le club organise régulièrement des compétitions nationales. Avant qu'on ait cette salle-là, c'était plutôt des compétitions réservées au National 2 ou ce genre de niveau. Et puis, c'est le fait qu'on ait qu'on organisait régulièrement ces compétitions qui nous ont fait aussi connaître de la mairie. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'on était un club dynamique qui organisait des compétitions, qui ne demandait pas, après chaque compétition, de renflouer les caisses, puisqu'on s'arrangeait pour que le budget soit à peu près cohérent. Et depuis qu'on est dans notre salle, notre nouvelle salle, on a organisé tous les ans au minimum une compétition nationale. Quand je dis au minimum, le retour d'expérience nous montre aussi que faut pas aller peut-être au-delà. C'est-à-dire qu'au début, on s'est un petit peu grisé et on a organisé certaines années plusieurs compétitions. Et bon, c'est à la fois difficile après au niveau du budget, mais c'est difficile aussi au niveau de la motivation de tout le monde, de la municipalité qui se demande si on est le seul club de France à organiser des trucs, et aussi au niveau des bénévoles qui, le fait que ça se reproduise trop souvent. Donc en gros, pour résumer, on ne pourrait pas ne pas organiser une compétition ou nationale ou internationale tous les ans. C'est ce qui crée aussi l'image de marque au niveau de la ville, autant que l'école de billard, le fait que le club de Soissons reçoive une fois l'élite européenne, une fois l'élite des jeunes cadets ou juniors, et une fois l'élite master. Et puis bon, on a un petit peu abandonné les compétitions de National 2. Bon, il y a aussi une petite demande de la part du club de retourner une fois de temps en temps vers ces organisations-là. Et puis, parce qu'il faut satisfaire tout le monde, certainement que le club, vous verrez très prochainement, le club va organiser ce genre de compétition. Avant de nous quitter, en utilisant toute ton expérience, j'aimerais que tu nous dises un petit mot à l'attention des autres clubs de France qui verront ce petit doc sur voilà, comment tu vois aujourd'hui cette expérience, quel message tu pourrais donner aux gens qui sont aujourd'hui en train de monter des écoles de billard. Voilà, c'est ton ressenti aujourd'hui et la formule que tu pourrais trouver pour encourager les gens à aller sur ce terrain-là. Enfin, pour moi, personnellement, je ne sais pas comment on peut envisager un club sportif, en général, et de billard en particulier, sans une école de billard. C'est-à-dire que c'est vraiment le centre de l'attention du club, et c'est enrichissant pour tout le monde. C'est-à-dire que quand on a des résultats sportifs, comme on en a eu avec Pierre Soumagne ou avec notre équipe de jeunes qui a été championne d'Europe, l'ensemble des membres du club a l'impression d'être un petit peu champion d'Europe aussi, surtout qu'indirectement, tous les membres du club ont participé à la formation, je dis bien tous les membres du club, parce que les gamins, quand ils débutent, ils font des parties avec les grands-pères, et puis donc, moi je me rappelle quand je jouais avec lui, et tout ça, et ceci et cela. Ce que je dirais, c'est que il faut explorer toutes les pistes possibles pour recruter, et je pense que recruter, c'est pas très difficile. C'est-à-dire d'amener, à partir du moment où on amène des jeunes on fait venir des jeunes dans le club par différents moyens qui ont été déjà évoqués dans les autres reportages que tu as fait, il y a plein de pistes. Demander aux gamins de faire venir un de leurs copains pour qu'ils voient comment ça se passe, demander aux membres du club d'emmener leurs connaissances, leurs petits-fils, aller voir les écoles, aller voir les centres sociaux quand on est dans une grande ville comme nous. Donc faire venir des jeunes dans un club, c'est pas très difficile. Après,
les fidéliser, évidemment, ça commence à être un petit peu un boulot, un cas, mais qui est aussi très enrichissant. C'est vrai que de faire durer comme nous, on en est à la 13e année, 14e année bientôt, faut tenir la distance. Le point un petit peu que je n'ai pas, enfin que le club de Soissons et même le département n'arrive pas trop à résoudre, c'est comment réussir à conserver ces jeunes après 5 ans de pratique. Et malheureusement, quels que soient les résultats, c'est-à-dire que j'ai des jeunes, j'ai un ou deux exemples en tête de jeunes qui ont été vice-champions de France cadet, qui ont été champions d'Europe, même par équipe de club, champions d'Europe. Et puis, à l'issue de la compétition, on leur dit, t'es champion d'Europe, c'est formidable, tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire? L'année prochaine, je ne peux plus jouer au billard parce que je vais à tel endroit ou tel endroit. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu frustrant, déstabilisant, mais il faut continuer parce que c'est, à mon avis, la seule solution et c'est paradoxalement pour moi la solution la plus facile pour que le club vive et se régénère, ce qui paraît la moindre des choses, parce que c'est vrai que si on a envie que... si on se dit, dès que j'aurai fini que je serai trop vieux pour jouer si le billard disparaît, c'est pas très grave. C'est vrai qu'on n'a pas à écouter ce message-là et on continue à faire sa petite partie avec le copain. Mais je pense qu'il y a quand même, parmi les gens qui vont regarder ce reportage, des licenciés, des joueurs, des présidents, des présidents de comités départementaux ou de ligues ou de clubs qui vont se dire oui, il faut absolument qu'on réussisse à inverser la dynamique actuelle C'est très bien. Écoute, je pense qu'on a fait le tour du problème. En tout cas, merci de toutes ces informations qui, de mon point de vue, je pense, seront utiles à tous ceux qui ont des projets de formation dans leur club. Donc, merci au club de Soissons. Et puis, à très bientôt pour poursuivre notre enquête sur les clubs qui ont des écoles de billard. Voilà, à bientôt. Merci.